Bonjour, bonjour. Donc, on se retrouve sur le live d'aujourd'hui pour un nouvel épisode euh, de l'Académie de l'Abondance dans le preneur. Vous allez voir que le parcours se voir aujourd'hui dans ce podcast. Bonjour Manel. L'amour et la richesse Bonjour Manel, comment sur vas-tu? vous. Comment vous allez? Merci beaucoup, Amel, pour ton Moi y compris, invitation. j'imagine. Merci. Merci beaucoup à toi, Manel. Donc, comme je disais, c'est un live assez spécial parce que ton parcours d'entrepreneur est un parcours assez atypique. Hein. On prendra d'ailleurs le temps de vraiment de rentrer un peu dans certains détails qui pourraient effectivement être source d'apprentissage et d'inspiration pour les personnes qui nous suivent et les personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, les personnes qui sont en phase de réflexion pour se lancer dans l'entrepreneuriat. L'idée est de savoir que finalement, quelles que soient les difficultés par lesquelles on peut passer, eh bien, il est possible de créer son entreprise et de créer aussi un empire, comme en tout cas Manel aide ses clientes à avoir, à construire. Vous allez voir, le parcours de Manel est assez atypique, comme j'ai dit tout à l'heure, un parcours très très inspirant. L'idée c'est que justement, Manel en fait vous fait rentrer dans son univers, un univers magnifique dans lequel elle vous fait passer de l'entrepreneur servante finalement qui est un peu esclave de son business à l'entrepreneur qui est davantage leader, vraiment une vraie dirigeante qui est à la tête d'un empire et donc Manel vous aide à construire pas à pas cet empire-là. L'idée de ce podcast, comme vous le savez mesdames, c'est qu'on revient sur les parcours de la femme qui est derrière le titre de dirigeante ou d'entrepreneur pour qu'on puisse savoir justement quelles sont les caractéristiques justement de cette femme qui ont fait ce qu'elle est aujourd'hui, qui ont fait qu'elle s'est décidée à se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont fait qu'elle a atteint la réussite qu'elle a atteint aujourd'hui. On reçoit des femmes entrepreneurs qui sont à différents niveaux de maturité entrepreneuriale et là je peux dire que Manel c'est quand même j'allais dire un monument, hein, tu me permettras de le dire, Manel, un véritable monument dans l'entrepreneuriat féminin. En tout cas, je, En tout cas, je suis sûre et certaine que cette interview sera très très constructive pour les femmes qui nous suivent. Alors, on va commencer par le commencement, Manel. Est-ce que tu pourras te présenter, nous parler un peu de toi et de ton parcours? Merci beaucoup pour ta question. On est vendredi et c'est le pont, donc j'ai aussi les enfants. Donc la première chose, c'est que moi je suis une femme qui a. Attendez 2 petites secondes. C'est mieux que je coupe un peu. Alors, merci pour votre patience. Alors, je suis avant tout une Africaine, avant tout une Maghrébine, une banlieusarde, une aînée, une fille donc de l'aînée de sa fratrie. Je suis aux dernières nouvelles encore une femme âgée de 25 ans hors taxe. Donc, je vous laisse chercher la TVA au niveau international, tout ça, tout ça. Hein. Et j'entreprends maintenant depuis 10 ans. On va y arriver. Donc, on va y arriver. Promis, on va y arriver. On va y arriver. Oui. Allez, allez, vite, vite, vite. Ça fait un peu partie de la Exactement. Elle particularité est de la maman femme entrepreneur qui est aussi et maman. elle Donc c'est un travaille peu, avec tout ce voilà. qu'elle sait faire, c'est-à-dire toutes ses connaissances, toute sa vie. On va dire
arrive à gérer aussi ces différentes casquettes. En même temps, j'ai aussi mon frère qui est pas loin. Donc ma famille qui va arriver juste après. Je réponds en même temps à mes clientes. Et l'idée, c'est qu'on puisse, malgré tout, ce côté un peu entrepreneuse qui ne sait gérer, qui a la vie toute parfaite, toute nickel, avec des horaires de bureau et elle pète le million, on peut très facilement s'enrichir, très pleinement et encore plus en 2023, tout en ayant toutes ces casquettes et en n'étant pas non plus la perfecte mum et la perfecte épouse et la perfecte. On est juste des femmes qui agissons pleinement dans tout ce qu'on aimerait et qu'on a le désir d'entreprendre. Donc entreprendre une maternité, entreprendre une vie de foyer et de couple, entreprendre aussi une vie normale de famille africaine avec tout cet écosystème, toute cette tribu qu'il y a autour de la famille. Et effectivement, et ce, on peut le voir même, et c'est ce que je défends, depuis la nuit des temps, les femmes entreprennent de cette manière-là. Et donc, j'ai voulu, par ma vision, par ma volonté aussi de défendre cette image de la femme qui entreprend depuis la nuit des temps, et dans lequel on parle pas du tout, en fait, on ne dit pas suffisamment qu'elles ont su être des mamans, des sœurs, des épouses, et qu'elles ont pu aussi gérer, diriger des business. Et ça, c'est juste un peu paradoxal, parce que quand on sait, qu'on voit dans nos grands-mères, on voit dans nos arrière-grand-mères, on voit dans nos tantes, elles ont toutes fait quelque chose de leur vie. Toutes, à l'échelle. Donc c'est ce que je défends et c'est ce qui est mon prisme en réalité. Donc pour me définir, c'est ce que je suis. C'est tout ça à la fois. Parfaitement. C'est vrai que, comme tu l'as bien dit, Manel, la femme entreprend depuis la nuit des temps. D'ailleurs, si on remonte un peu dans l'histoire, on constatera, et tu seras d'accord avec moi, que la femme du prophète, Sayyidatuna Khadija, était dans le commerce. Elle brillait dans le commerce. Les autres ont entrepris. Aïcha a entrepris en tant qu'enseignante. Elle a entrepris en communiquant, en donnant son savoir et en transmettant. Donc, en réalité, si tu viens analyser toutes les femmes du prophète, parce que nous, c'est pour les musulmans, c'est une référence, en réalité, elles ont toutes entrepris, toutes agi pour la communauté. Et c'est hyper important. Je trouve que c'est mon prisme, hein. C'est pas une valeur absolue, c'est pas une définition absolue. C'est bien d'avoir son avis, mais quand on vient analyser toutes les vies des femmes, et ce depuis la nuit des temps, et avant même le prophète, qu'on voit aussi la femme de Sayyidina Ibrahim, la femme de Moussa, on voit toutes les femmes ont fait quelque chose. Et en réalité, j'estime que la femme, par excellence, réalise, crée, construit, fabrique. Et c'est normal que donc c'est une continuité aujourd'hui en 2023 que la femme prend sa place aussi dans l'entrepreneuriat. Peut-être pas comme à l'échelle d'un homme, à la Bill Gates ou à la Elon Musk, mais clairement à la manière dont on défend nos projets et à la manière dont on défend notre vision et ce qu'on fait au quotidien. Absolument. Et je reste quand même, en parlant justement de David Tranchet, je reste quand même convaincue que le futur de l'entrepreneuriat sera féminin. Je reste convaincue que, parce que c'est en train, il y a toute une nouvelle génération qui est en train de se créer, des femmes qui croient davantage en elles, qui croient davantage dans leurs possibilités, justement, d'entreprendre, qui croient dans leur potentiel, qui travaillent dessus, que ça soit en se formant, en se faisant accompagner, mais il y a toute une nouvelle génération qui est en train de monter actuellement, des femmes aussi de plus en plus jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, je reste convaincue que le futur de l'entrepreneuriat sera, Inch'Allah, féminin. Alors, Manel, durant ton parcours, je vais te laisser justement nous en parler. Tu sais que on a une passion commune et c'est la raison pour laquelle on va dire, tout ce que tu fais, ton univers me passionne et résonne en moi. On a une passion commune, c'est le storytelling. Donc, c'est un petit peu mon dada également. Et c'est ce que j'ai constaté. J'ai beaucoup aimé la manière avec laquelle tu as imagé justement ce parcours par lequel tu fais passer ta clientèle, donc l'expérience client finalement que tu leur fais passer, par lesquels ils passent, tout en étant ancré et tout en étant aligné à ton identité de femme maghrébine arabe. Donc
la notion d'identité est bien présente. Je m'assume en tant que maghrébine africaine. Je m'assume en tant que femme qui, malgré les difficultés par lesquelles elle est passée, elle a quand même réussi à construire un empire et elle aide les gens à en faire de même. Donc, tu es dans le partage. Donc, cette histoire un peu imagée, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu la possibilité également d'assister à pas mal de tes événements que tu as fait en live. Donc, c'est pour ça que si tu veux, ça a très très vite résonné en moi. Et cette histoire d'identité est également très très importante dans nos communautés respectives. J'imagine que nous avons des femmes maghrébines. Donc l'idée c'est de voilà de dire que c'est possible. Des femmes maghrébines l'ont fait, et bien vous pouvez le faire également. Alors sur ce parcours-là, le parcours de Manel en tant que femme d'abord, avant de passer à Manel, la femme entrepreneur. Quels sont les faits marquants que tu as pu connaître dans ta vie, les événements qui t'ont marqué, des moments de déclic que tu as eu et qui ont fait plein que des événements voilà, marquants dans ma vie, et je pense que dans toute femme, il y en a plusieurs des événements marquants dans la vie. Bon, je suis effectivement maghrébine, je suis surtout aussi africaine, je suis arabe et je suis aussi berbère, et c'est toutes ces identités que j'ai dû aller rechercher pour pouvoir clairement m'aligner, et cette identité que j'ai dû me réapproprier, parce qu'au début, on m'a dit que non, je n'étais ni l'un ni l'autre. Donc, étant donné que j'ai grandi en France, je suis née en France, je suis née en 92 dans les Hauts-de-Seine. Donc, en gros, oh, t'es une fille du 9-2, oui, et j'ai grandi en banlieue. Donc, en gros, tu n'es ni française, ni arabe, tu es ni l'un ni l'autre, mais en réalité, si, je suis les deux. Je suis les deux, j'ai ma propre identité, et je ne suis même pas que les deux, je suis plus encore. Parce que quand je vais rechercher dans mes origines, j'ai des origines sénégalaises, j'ai des origines mauritaniennes, je vais chercher aussi, j'ai des origines arabes, j'ai des origines aussi berbères, j'ai même des origines turques. Donc, quand on vient regarder toutes ces origines et toutes ces identités, qu'en réalité, oui, c'est moi. Ben oui, c'est moi, et j'aime cette diversité, et j'aime ce que je représente en réalité, parce que je suis une continuité d'histoire. C'est pour ça aussi que j'amène énormément de storytelling. Quelle est cette technique marketing, si on rentre dans le côté business to business et côté expert, c'est quelle est ta technique marketing qui s'approprie le mieux avec ta personnalité et avec ta vision. Et effectivement, le storytelling en fait pleinement partie. Et donc, c'est parce que j'ai besoin de raconter l'histoire. Et comment, depuis la nuit des temps, tu as parlé tout à l'heure du prophète, et on a parlé de Sayyidina Khadija, Khadija, si on peut dire, l'une des mères des croyants, qui a transmis des informations qui aujourd'hui font notre quotidien en tant que musulmans, mais même en tant que femmes. Et je vais même aller au-delà. Étant donné que je suis aussi juriste, tout le code civil a été construit par tout ce qui a été construit initialement par le prophète alayhi salatu wassalam. Donc clairement, on sait, grâce au storytelling, que l'histoire a été faite avant et que nous sommes une continuité d'histoire. Et c'est ce que je suis. Je suis la continuité de l'histoire. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de se rapproprier son histoire. Et quand tu me posais la question, quel type de femme je suis avant d'être l'entrepreneur, je suis l'aînée d'une famille. Je suis aussi la petite fille de deux sœurs qui ont marié leurs enfants, qui sont toutes deux des commerçantes. Tu vois, j'ai tout de suite l'émotion qui monte quand je parle d'elles. Ces deux femmes qui m'ont tellement marquée, je suis partie puiser dans leur histoire pour pouvoir me reconstruire quand j'étais au plus bas. Parce que, bien évidemment, en tant que femme et maghrébine en France, femme, on va dire la beurette, parce qu'on te t'approprie cette notion de beurette en France, ce côté exotique que tu vas donner dans les entreprises ou même à l'école. Donc, j'ai été marquée par tout ça, donc des effets, des événements marquants. Je le raconterai très prochainement tous ces détails. Mais effectivement, quand j'étais à la tête d'un service, on m'a remporté. Mais n'oubliez pas que vous n'êtes que l'exotisme de l'entreprise. Donc, en gros, vous représentez un quota. Quand j'étais à l'école aussi, on me dit oui, mais toi, t'es l'avocat du diable. Je ne pouvais pas être avocate tout simplement. C'était toujours pas suffisant, pas assez. Toujours, il fallait beaucoup plus en donner que les autres. Je ne pouvais pas que être
Je ne pouvais pas que exister. Et donc, je suis l'aînée d'une fratrie de 5. Donc, pareil, j'ai dû aussi prendre mes rôles, ma responsabilité. Et cette responsabilité, effectivement, on l'a de droit quand on est l'aîné. Et on a aussi un devoir, cette devoir de communiquer, cette devoir de transmettre, de donner cette image de, on va dire, le modèle, on va dire, quelle est la tête de file, quel est le chemin que j'ai dû débroussailler pour que mes frères et sœurs aussi prennent. Parce que, effectivement, si je suis une loseuse, que vont-ils advenir eux aussi? Donc, j'avais, dans toute mon identité, j'avais ce positionnement en réalité inné, de par ma personnalité en plus, de Manel, il faut que tu montres le chemin. Et quand, oui, Oui. Parce que tu es l'aîné. Oui. Il faut que tu montres le chemin oui. et en même temps, tu as puisé, comme tu l'as bien dit, dans tes origines, Ah, tu as dû certainement j'ai- également trouver de la ah oui, force en puisant justement dans cette histoire, parce que tu t'es dit que voilà, je viens quand même d'une culture, j'ai quand même des ancêtres qui ont fait des la choses, et comme continuité. tu l'as très bien dit, je ne peux être que la continuité. Et effectivement, ça, on pense souvent à ça, effectivement, quand on est au plus bas. C'est pour ça que je te dis, ton histoire me parle énormément, parce qu'on a énormément de choses en commun. Moi, quand j'étais au plus bas, donc déjà, je disais aux gens, vous savez, quand on est au fond du gouffre, Ouais, bah, on peut que remonter. Donc pour moi, c'était mon mantra de l'époque, parce ouais, qu'on peut c'est pas aller ça. plus Moi, bas. tu Tu vois, vois, t'es déjà j'avais au un fond, mantra, tu ça peux me pas parle, aller plus bas, tu peux ce que que tu dis, remonter. j'avais un mantra qui disait, bah, quand t'as plus rien à perdre, t'as tout à gagner. Tout à fait. Et on dit souvent également, quand une personne Voilà. n'a plus rien à perdre, tu dois avoir peur de son potentiel parce que elle va vraiment puiser dans sa force intérieure pour non seulement rebondir, mais pour faire des choses extraordinaires. Et cette histoire justement de storytelling liée également à notre identité, je me permets de revenir là-dessus parce que c'est très important et j'aimerais vraiment, comme tu l'as dit, que ça soit pour la diaspora, que ça soit également pour les maghrébines ou les africaines de manière générale qui habitent dans leur pays, le fait de se dire je pars d'une identité, j'ai une identité, autrement dit, je me sens déjà légitime dans qui je suis, je n'ai pas besoin de faire semblant ou de changer ou de m'adapter, mais je puise dans mon histoire. Tu disais tout à l'heure Oui, oui, que tu oui. avais des Oui. origines également sénégalaises, enfin voilà, c'est différents types d'origines. Pourquoi ça m'a parlé? Et il y a un truc que j'ai envie de faire, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire, mais je vais le faire très très prochainement. Ok. Tu sais, c'est l'analyse de Alors, l'ADN pour savoir Alors, justement je quels sont t'inviterai les pas à aller dans les différents, côtés de trucs voilà. commerciaux, Alors demander plus jusqu'à présent, à un labo spécifique. Je te conseille, je l'ai fait, mais non, effectivement, moi, je suis partie même dans l'arbre généalogique, je suis partie demander des archives, même dans les archives de Nantes, dans la colonie, enfin, tu sais, très loin, l'histoire de voilà. la colonisation, parce qu'ils ont des traces. J'ai aussi cette réappropriation de mon nom de famille qui n'est pas le mien, celui que je porte aujourd'hui. Donc, il y avait effectivement une crise identitaire. Et c'est pas plus mal parce qu'en vrai, on vient réécrire aussi l'histoire de ma famille, donc pleinement et de manière ancrée. Et donc, en vrai, c'est quelle est ma place dans cet arbre, à quoi je vais servir, qu'est-ce que je dois faire justement après tout. Je descends du prophète Ed. Je descends, je suis, toi, nous tous, nous descendons du prophète Edem. Donc, qu'est-ce que j'ai eu de lui et qu'est-ce que je dois transmettre de lui? Et j'ai trouvé ça, j'ai pris pleinement ma place en fait quand je me suis dit, hé, t'es là, t'es en train de te poser des questions sur qui tu es. C'est pas possible. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que les questions identitaires sont très importantes, font partie des questions existentielles qu'on se pose. Peut-être à un certain âge où on se dit finalement, j'ai passé toute ma vie à Oui, faire plaisir aux autres, à m'adapter, à essayer de rentrer dans un moule qui ne me correspond pas. Donc, je préfère vraiment m'assumer en tant que tel oui, et puis avancer en prenant le temps de savoir qui je suis. Donc, dans la question qui je suis, ça part effectivement de cette question
question identitaire, de recherche également voilà, de qui on est, de par l'histoire, de par nos ancêtres. Voilà, pour la petite histoire, voilà, je suis Sherifa Adrissia, donc je suis descendante du prophète en fait, et un de mes ancêtres, c'est le fondateur de la ville de Fès au Maroc. J'ai également des origines espagnoles, des origines grecques et des origines yéménites. Ça, c'est ce que j'ai pu avoir aujourd'hui dans la recherche de mes racines. Et du côté de mon père, eh bien, mes ancêtres, c'était l'armée du sultan Moulay Ismail. Donc, tu sais, quand j'étais au plus bas, je me suis dit, Amel, voilà, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Et donc, encore une fois, avec l'émotion, comme tu as dû le ressentir, tu sens que tu es la continuité. Je suis aussi l'aînée dans ma famille. Donc, tu dis, voilà, j'ai pas le droit de faire ça. Regarde tout ce qu'ils ont fait. C'est pas que je suis dans l'obligation de continuer, mais je vais tenter de continuer à ma manière, en continuant, si tu veux, à marquer l'histoire à ma manière. Il n'y a pas de notion de pression. Il n'y a pas de pression à avoir parce qu'en vrai, c'est ce que Dieu a décidé pour moi. C'est ce qui a été écrit. Donc, pourquoi je suis là à me poser des questions de allez, je suis qui fait, je suis comment, si je peux, si je peux pas. Non, fais. Dieu, il t'a déjà destiné parce que regarde de qui tu descends et regarde d'où tu viens et regarde tout ce que avant toi ils ont fait. Donc, juste fais, ne te terre pas comme dans ta tanière comme on aimerait tant te voir. C'est-à-dire te cacher sous ta couette et dire que t'as pas ta place et que t'as rien à faire et qu'il y a trop de monde et que ceci et que cela et suis juste le chemin comme un mouton, suis juste ce qu'on te dicte de faire alors que non, ce moule comme tu dis, j'ai pas ma place mais je le construis ce moule. Moi je suis une femme qui a des formes à l'africaine et j'ai un teint qui est clair comme les Turcs notamment, qui sont eux-mêmes enfin voilà, tu vois, il y a des choses qui ont été écrites. Ma mère, elle a le temps mat, donc mes enfants ont hérité de ma mère. Subhanallah, j'ai tout ça en moi et je vais aller chercher un moule. C'est pas possible. Le moule, il faut qu'il soit construit pour moi. Ce moule, c'est moi qui le fais en fait. C'est pas à vous de me le donner parce que vous savez pas d'où je viens. À la rigueur, mes frères et sœurs, mes enfants peuvent le réutiliser parce qu'il y a une certaine continuité. Mais en vrai, personne d'autre, une société n'a pas à faire de moi un moule. Et ça, c'est tout son. C'est venir regarder les choses autrement aussi. Ok. Alors, justement, parmi les faits marquants que tu as dû vivre, Manel, on va en prendre peut-être un ou deux qui sont le plus parlants pour toi, pour nous dire comment tu les as vécus et comment ils t'ont fait grandir et ils ont fait justement la Manel que tu es aujourd'hui, indépendamment de cette réappropriation de ton identité qui est finalement un événement marquant, on peut le dire, hein, c'est un grand événement marquant même. Tout à fait. Alors ensuite, donc ce que tu as vécu effectivement en tant que maghrébine en France avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir, et malgré ça, tu es quand même restée forte et tu t'es dit finalement, je vais créer mon avenir, je vais créer ma propre réussite et tu l'as fait. Donc quel déclic que tu as eu, comment tu l'as vécu et comment tu as rebondi qui ont eu une à partir de conséquence là? aujourd'hui à cette réappropriation. Déjà, mon divorce. J'ai décidé de divorcer. Donc, c'est moi qui suis partie parce qu'il y avait des violences conjugales et psychologiques et physiques et morales. Donc, suite à des violences notamment, j'ai quitté alors que chez nous, le divorce ne se fait pas. Donc, moi, je suis issue du sud de la Tunisie. Chez nous, le divorce, c'est bitness ma tatalaqsh. Italquha, mais ma tatalaqsh. Donc, en gros, on peut la divorcer et encore, elle n'est pas divorçable parce elle a tellement été forgée dans un bon fer, dans du bon bois, qu'elle a été tellement bien éduquée qu'elle ne peut pas être divorcée. Et encore moins elle qui divorce. Donc, j'ai décidé de quitter mon mari et de l'imposer malgré ma famille, c'est-à-dire que je l'ai imposé sans imposer. C'est que je suis partie, je l'ai dit à personne. J'ai quitté mon mari et je l'ai dit à personne. Et pour vous dire à quel point la honte, le fait de c'est pas possible, je suis pas à la hauteur, c'est de ma faute, tout ça, toutes ces questions qu'on peut se poser. Donc à l'époque, j'avais 21 ans, 22 ans. 22 ans où je quitte mon mari et personne n'était au courant.
Donc, je vis même dehors pendant un temps parce que mes parents n'étaient pas au courant et mon mari, à l'époque, s'en fichait complètement. Donc, où est-ce que tu étais? Elle doit être chez ses parents. Donc, je ne vais pas l'appeler pour venir souligner que je ne sais pas où elle est. Donc, c'était ça le truc. Et mes parents, bah, ils pensaient que j'étais chez mon mari. Donc, j'ai vécu dehors. Le temps de trouver un appartement, le temps de m'installer. J'avais à l'époque un enfant et c'est à ce moment-là où j'étais la face servante. Je subissais tout. Je me débrouillais, on va dire le mot, me démerder euh, pour éviter justement de devoir, affronter mes parents, affronter la difficulté. Et de toute façon, j'étais en instinct de survie, sinon il allait me tuer en fait. C'était coûte que coûte, allons-y, sortons. Et, euh, et à l'époque, j'étais déjà responsable d'un service. Donc, il fallait que je montre que je sois parfaite, alors que c'était Bagdad. C'était Bagdad. Donc, et Bagdad, pas à l'époque où tout était beau et magnifique, hein, c'est Bagdad après la guerre. Euh, et du coup, c'était quelque chose de horrible. Euh, du, du coup, c'était quelque chose qui était horrible. C'était quelque chose qui était mal vécu. Et je suis tombée au plus bas. Comment moi, Daf, je peux aller dehors? Comment je peux être mise plus bas que terre? Comment, comment tu peux te relever de tout ça, en fait? Et, et en vrai, quand tu vis tout ça, bah, à ce moment-là, tu te dis pas, ouais, je vais me relever. À ce moment-là, tu te dis, mais au secours, qu'est-ce que je vais faire? Tu es engouffré dans ton problème. Je suis dehors, vite, mon fils. En fait, même, j'ai des brefs, briefs souvenirs de la période où je suis restée dehors. Parce que j'étais tellement dans le mode survie, tellement en trauma, enfin en post, tu sais, post-traumatique, en mode je suis choquée, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai sauté en fait. Et tu sais, quand tu sautes dans le vide et dans le moment où tu es dans le vide là, et tu sais pas, t'as pas encore atterri. Et c'est après quand j'ai eu mon appart, j'ai posé mon fils et c'est là où j'ai fait grosse dépression. Mais grosse, grosse. C'est-à-dire, les volets ne s'ouvraient pas pendant au moins 15 jours. Ah ouais. Tout est revenu, Raz de quoi. marée, Tout tout est est remonté à la revenu. surface. En fait, c'est à ce moment-là où Tout est tu lâches remonté à prise, la surface, parce que oui. ça y est, je suis en mode sécure, mon fils, il a un toit sur la Oui. tête, que là, Oui. tu lâches prise et tu as le revers du bâton. Oh, horrible, mais vraiment horrible. C'est-à-dire que tu crois que jamais tu vas pouvoir te relever, quoi. C'est plus possible. Ça y est, t'es anéanti. Le mot anéanti, bah, ma'na al-kalima de l'anéantissement, c'est-à-dire il n'y a plus rien, il y a le mot néant dedans. C'était ça. Il y a rien. J'ai plus rien. J'ai plus Oui. cette valeur sociale dans les yeux de ma famille. J'ai plus la valeur sociale dans ma tribu. C'est-à-dire que tu viens quand même de Aïla, d'une famille. Tu viens de Homa. Tu viens d'un village. Tu viens tout ça. Et en fin de compte, tout ce qui était pour toi une valeur, une représentation, ne l'est plus. Mais je représente plus. Oui. En fait, je rentre plus dans les cases. Ah ouais, mais C'est ça. C'est ça. exactement, mais t'as plus de Tu es moule, sorti du moule, t'as quoi. plus T'es sorti du rien, moule. ça C'est, représente plus voilà. rien. Donc c'est là donc descente en enfer. Moi je le dis comme ça, c'est vraiment une descente en enfer, hein. Tu t'es en enfer et tu regardes, t'es célibataire dans un monde où t'as jamais connu le célibat parce que t'es sorti de la maison de ton père, tu vas dans la maison de ton mari. T'es là, célibataire avec un enfant, donc t'es une laissée pour compte, t'es une nana qu'il faut aller récupérer, tu sais, aller chercher et tout. Mais je vous assure que c'est horrible parce que tu n'as pas connu ces codes-là, cette protection que tu avais avant, elle est plus là. Donc, tu rentres dans la jungle, c'est en enfer. Clairement, c'est en enfer. Oui. Tu marches parmi des gens, tu es en enfer. Et j'avais à l'époque une amie, enfin une amie, ça a été après mon associé, mais l'association et l'amitié n'ont pas duré. Qui ouvre, je me souviens cette image, elle ouvre les fenêtres de chez moi, les volets, ça faisait ad vitam aeternam, elle me dit non, ça peut plus durer, faut que tu fasses quelque chose de ta vie. Elle me tire avec elle au sport et elle me dit bon Manel, tu sais faire quoi? Je dis bah écoute, moi je sais gérer la finance d'une entreprise, je sais accompagner les entrepreneurs.
voilà, je sais comment prendre des décisions, des stratégies. Ok, voilà ce que je sais faire. En mode, mais c'était aujourd'hui, on dit waouh, elle sait faire ça et tout. Mais à l'époque, pour moi, c'était de la merde. Hein. Ce que je savais faire, c'était, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça, quoi? T'as aucun avenir. Si ce n'est reprendre un poste alors que t'es complètement amoché, tu peux pas diriger un service, quelque chose où on va te respecter alors que t'es autant écorché. C'est pas crédible. Et donc, du coup, elle me dit, bah écoute, très bien, moi je sais faire du droit. Elle me dit, moi je sais faire du droit civil. Donc, bah écoute, je te propose qu'on s'associe, on lance notre business. Et on voit ce que ça donne. Et c'est comme ça que mon premier bébé est monté. Ça n'a pas duré parce qu'on était associés toutes les deux. Donc, elle prend le côté civil, moi je prends le côté entreprise et je peux vous assurer que les clients, on est parti les chercher au culot. Hein. C'était la survie coûte que coûte. Hein. Et le deuxième fait marquant, donc je lance mon activité et ainsi de suite. Je me développe, je commence à faire du fric, mais je suis toujours dans ce truc de vite, beaucoup, trop, allons-y, c'est pas bien. Il faut que je fasse vivre mon fils, il faut qu'il ait une bonne école, il faut qu'il ait une maison, il faut qu'il ait un toit sur la tête. Il faut. Donc là, yeah, Donc toujours cette exactement, pression et exactement. ce jugement, toujours cette Et donc, du pression que coup, on tu me te fait un mettais parce contrôle que voilà. fiscal et je perds ma boîte à hauteur de 250 000 euros. Gros fait Ok, marquant. 250 000 euros, je perds tout. Hein. ok, Pareil, perte de société, perte d'image, perte ok, de tout. C'est simple. Au point même tes parents, ils te disent non, mais t'as encore détruit des choses, mais tout ce ok. que tu crées, tu le détruis. Cette fameuse phrase qui est restée. Tu sais créer, c'est facile pour toi, mais en fait, Ouais, tu sais aussi ouais, le détruire, hein, parce que tu le détruis de tes propres mains. ouais. C'est cruel ça, ouais. Mais c'est Ça doit pas factuellement être vrai. évident d'entendre ce genre de Et choses, c'est oui. ces mots-là qui sont très durs, Oui, très blessants, qui viennent te perturber, bien sûr. qui Mhm. viennent justement soulever le vrai problème. C'est pourquoi tu te sabotes. Pourquoi tu prends des décisions C'est qui ça. vont, quoi qu'il arrive, te saboter. Et dans saboter, il y a le mot beauté. Et effectivement, il y a une notion de beauté dans le sabotage. C'est qu'on le fait royalement et on le fait d'une manière innée. C'est-à-dire, on le fait sans le savoir, inconsciemment. On dit que c'est chez nous. Quand je dis inné, c'est ancré. Hein. Le sabotage, il est facile. Hein. C'est la voie de la facilité, c'est la zone de confort. Et quand C'est vrai, d'autant plus que comme tu disais, comme tu l'as dit, bon, ça peut être inné, et ça se crée aussi parce oui, qu'on vient également d'une société de manière générale, d'une culture et d'une société de manière générale qui ne pousse pas à la réussite, mais qui finalement exactement. nous programme davantage à l'échec. Et du coup, quand on Mais réussit, ça nous même, fait on ne bizarre mérite et on pas. se dit non, moi j'ai pas On l'habitude de se réussir. dit Je même, on ne retourne mérite pas. dans ce que Et je même, je faisais. veux Oui, tu vois, on ne le mérite pas. C'est pas fait pour moi, c'est pas fait des gens de chez voilà. moi. On n'a jamais eu ça, on n'a jamais eu la richesse, on n'a jamais eu la réussite, on n'a jamais eu la gloire. Pourquoi moi je vais aller le faire? Voilà. Qui suis-je pour avoir fait ça? Voilà. Qui suis-je pour avoir fait ça? C'est ça. C'est typique effectivement et c'est Non, assez c'est général. général. Je vais pas dire que c'est propre à une culture ou à une société donnée. Je pense que si tu, moi j'ai la possibilité de discuter, j'imagine que toi aussi avec différents profils, différentes Oui, nationalités, c'est une croyance qui est présente chez tout le monde, hein, vraiment chez tout le monde. oui, C'est cette culture de l'échec plutôt que la culture de la réussite. Heureusement, là de plus en plus, voilà, il y a des gens qui prennent conscience de leur potentiel de réussite et que c'est pas parce qu'on vient d'une famille ou d'un milieu défavorisé ou qui n'a pas forcément réussi ou qui n'a pas atteint la réussite que je veux, que forcément je vais faire comme eux, mais j'ai la capacité de créer ma propre réussite et d'avancer. Donc cette notion effectivement d'auto-sabotage dont on prend conscience et on se dit voilà, bah, ça va s'arrêter là. Moi j'aime beaucoup ce que je vois sur internet qui te disent voilà, t'as rompu la chaîne de la pauvreté et qu'aujourd'hui tu vas être le premier milliardaire ou la première milliardaire de ta famille.
ça fait, quand tu vois ça, tu dis finalement c'est possible. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui sont parties de rien, qui aujourd'hui ont atteint des sommets de réussite, clairement. Alors, j'aimerais juste revenir sur justement les difficultés par lesquelles tu es passé, donc tu les as surmontées. Est-ce que quels sont sur quoi tu as travaillé pour justement sortir de cet autosabotage, booster davantage ton estime de toi-même, ta confiance en toi et surtout cette protection. Moi, je me souviens, j'ai arrêté, même si, bon, bien entendu, il y a toujours quelqu'un dans les parages qui nous aime, qui nous veut du bien, qui nous protège. Ça part des parents et on élargit, mais tu te dis, jusqu'à quand Alors, je vais compter sur la protection des je me autres. permets, excuse-moi Amel, Est-ce la que il n'est protection en pas vrai, même si elle est là, elle n'est pas là. Quand tu es intérieurement en insécurité, intérieurement en oui, survie, même les ressources que tu as autour de toi, tu ne les vois pas du tout. Tu ne les vois pas, mais tu les vois vraiment pas, hein. C'est genre, je vais même aller plus loin, c'est que, mais en fait, c'est moi qui devais, par exemple, la notion des parents, mais c'est moi qui devais les sauver. C'est pas à eux de me sauver, c'est pas à eux de me protéger, c'est moi qui les protège. Mes frères et sœurs, c'est moi qui les protège. C'est pas à eux de me donner des ressources. Et limite même, tu la refuses. Cette notion de sécurité, cette notion d'aide et d'entraide, tu la refuses. Et en vrai, c'est là où tu vas venir regarder ton être et que tu vas venir. Il y a une notion d'ego, il y a plein de notions. Hein, quand tu me dis sur quoi tu as travaillé, il y a tellement de choses sur lesquelles j'ai travaillé. Je pars de tellement loin, tu sais, mais vraiment. Hein, c'est je suis un danger pour moi-même, les autres sont un danger pour moi-même. Comment je fais? C'est quand il n'y a pas, tu sais, quand tu vois plus du tout cette notion de, il y a possibilité de. Il y a quelqu'un qui a dit la notion d'Allah. Mais Allah même, c'est que tu dis, t'es même pas à la hauteur de lui. T'es là carrément. Bon, après, petit à petit, tu comprends que c'est du choc, tu comprends que c'est du west-west. C'est que tu dis, non mais j'ai honte. Comment puis-je aller devant Dieu alors que il m'a tout donné et que moi, j'ai tout saboté? Et que, regarde, Manel, c'est à cause de toi. Si j'arrêtais pas, c'est des choses que j'arrêtais pas de dire. ouais, Et en fait, cette notion de ressources, bah, tu repars comme les enfants, tu réapprends tout. Comment parler, la communication, comment penser, comment, comment ressentir, sentir ton corps, ressentir tes émotions, ressentir tes pensées, les redéfinir, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, revoir tes traumas, ta généalogie, tout, tu revois tout. Et je suis partie de la personnalité. Je suis née avec quoi? Quand j'étais dans le ventre de ma mère, Dieu m'a donné quoi? Je suis repartie de là-bas. Donc, c'est comment, avec quel type de oui. ressources Dieu t'a mis sur terre. Et en fait, effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis devenue maître praticienne en MBTI, c'est que en vrai, connaître ta personnalité innée, c'est déjà une vraie base et une vraie couche. Et ensuite, tu viens connaître les différents traumas, les différents types de sécurité, insécurité, où est-ce que j'en suis, le rapport à l'autre, le rapport à soi. Comment tu veux installer une communication saine si pour toi, tu estimes que les autres sont un danger? Tu peux pas. Alors, j'ai travaillé sur Alors, comment tu as plusieurs fait choses. justement, J'ai Manel? travaillé sur Comment moi, tu as fait? j'ai fait déjà une psychothérapie. J'ai fait, Ok. donc ça c'était de base, hein. Faut arrêter de croire que le coaching est la réponse à tout. C'est que il ne peut pas y avoir coaching s'il n'y a pas thérapie avant. Surtout, et moi j'estime, hein, encore plus pour les personnes issues de la diversité, donc les personnes d'origine africaine, maghrébine, des personnes qui ne vivent pas dans l'endroit où il y a leur tribu, parce qu'ils n'ont pas la alza, ils n'ont pas la fierté, ils n'ont pas la force innée, ils n'ont pas cette notion de C'est sécurité, ça. parce qu'en Ouais. réalité, les autres, tu ne les connais pas, donc inconsciemment, c'est un danger.
Ils mangent pas la même chose que nous, ils ne parlent pas la même langue que nous, ils ne s'habillent pas comme nous, ils ne pensent pas comme nous et ils n'ont pas les mêmes traditions. C'est-à-dire que le matin, ils mangent pas la même chose que nous. Moi, j'étais choquée quand on me disait que on mangeait pas le p'tits le matin, on mange des céréales. Quoi? Moi, je mange le p'tits chez moi. Tu vois? Ok. Tu sais, C'est quoi ça? C'est quoi et en ces fait, gens? c'était ma mère qui nous donnait nos traditions. Et D'accord. en fait, je sais qu'ailleurs, c'était pas ça. J'étais, d'accord. Donc, en fait, on est dans l'ordre de l'inconscient, tout ça. Hein. Quand tu étais petite, tu te posais pas toutes ces questions, tu te disais pas tout ça. Mais maintenant, en analysant et en ayant ce droit de recul que tu t'imposes, parce que tu te dis, en fait, il faut que je comprenne. J'ai besoin de comprendre. Il y a quelque chose que moi, j'ai hérité de Sayyidina Adam, c'est la connaissance. Ouais, Et encore plus en 2023, aujourd'hui, la connaissance, ouais, elle est partout. ouais. Et donc, en fait, c'est ça. C'est je vais apprendre Mhm. tout ce qu'il y a à apprendre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, déjà, je suis partie donc voir ma personnalité. Donc, j'ai fait une thérapie. Après la thérapie, bon, j'ai soufflé un petit peu parce que j'arrivais pas à penser par moi-même. J'ai vidé mon sac. Tout ce que je portais sur les épaules, je l'ai mis sur la table. Ouais, Si on peut appeler ça la thérapie, c'est ça. C'est tout ce que je portais, je l'ai mis sur la table. Et comprendre le ouais, sain du malsain. Parce que j'avais des mécanismes qui étaient innés, qui étaient malsaines. Attendre que les autres me valident ou qu'ils m'aiment, ouais. quoi qu'il arrive et tout faire pour qu'ils m'aiment, non, c'est malsain. Tu vois? Mhm. Donc, c'est aussi créer cette dépendance Oui, affective, avoir cette volonté, et tout ça, toutes ces choses-là, c'est redéfinir ce qui est sain de ce qui est malsain dans mon mécanisme. voilà. Donc ça a été vraiment une prise de conscience pour toi. Voilà. Ça a été une vraie prise de conscience de te dire, voilà, on arrête la dépendance affective, on arrête le besoin de validation, je me valide moi-même, mais j'avance selon mes propres valeurs, mes propres Dans objectifs. Donc j'arrête fonction des autres, d'agir ou de réagir en exactement. fonction des qu'on dira-t-on Ou et en de ce moule fonction justement de dans mes lequel pensées, ou en on veut fonction de tout ça. absolument me faire Oui. entrer. Ok. Et en fait, c'est super. Moi, je dirais même c'est plus facile quand le problème vient des autres. Enfin, c'est-à-dire c'est le rapport qu'on a à l'autre. C'est vraiment plus facile parce que quand tu sais que toi, tu es un danger, c'est un peu plus compliqué. Tu vois? Parce que les gens. Ouais, Ok. J'aimerais qu'on revienne sur cette notion ouais. de, j'aimerais, si tu permets, Manel, qu'on revienne Oui, sur cette notion de sécurité intérieure parce que elle est très, oui. très importante et justement, les femmes, de manière générale, de par notre éducation, il y a cette peur de l'autre, il y a ce, Après, parce plus que que c'est ça, lié à c'est plus. Chouma, c'est lié à, voilà, Alors, tu t'occupes autant, juste de ton chez je toi, vais te dire. donc voilà. Et du coup, Alors, je vais te dire une chose. même quand Déjà, on a vu envie que de se les lancer, femmes, elles oui, ont cette oui, tendance à être beaucoup plus orientées futures que les hommes. D'accord? Parce qu'elles enfantent, elles pensent à leur enfant ok, et elles pensent aussi à leur avenir, ce qui va advenir d'eux. Elles ne sont pas dans l'instant présent. Tu vois, elles vont être dans cette notion de. Euh, c'est cette notion de je me dois de penser à tout. Cette gestionnaire qui se doit de penser à tout, bah, en fin de compte, elle n'est pas dans le tout de suite et maintenant parce qu'elle doit prévoir. Tu vois ce que je veux dire? La femme, elle est de par son essence une gestionnaire. ok, Elle gère le patrimoine, sa vocation, c'est gérer le patrimoine génétique mhm, humain. Ça, c'est le rôle de la femme. Donc, celles qui pensent que les femmes ne peuvent mhm, pas être dirigeantes d'entreprise, c'est faux. Elles oui, sont gestionnaires, innées. Dès lors que tu lui mets un spermatozoïde dans le mhm, ventre, son corps, il sait tout faire. La ilaha illallah. Il sait tout faire. Elle n'a pas besoin d'apprendre à, à enfanter ou apprendre. alors, C'est inné. D'accord? mhm, euh, Et en fin de compte, ok, euh, parce que on a cette notion orientée future, on va croire qu'il y a des choses qui vont arriver. Et alors que c'est faux. On est dans tout de suite et maintenant. Donc ça, c'est un jihad, une épreuve que la femme a. Déjà, de par ce que c'est une femme. L'homme, ça va être il va avoir un autre type de jihad. Ne vous mhm, inquiétez pas, on est dans l'équité, il a d'autres types de jihad. C'est justement de devoir un peu équilibrer cette notion de ouais, gestion et aussi même cette notion de transmission. Parce que lui, son ouais, objectif, c'est de transmettre. L'homme se doit de transmettre parce que lui donne. Donc lui, son ouais, jihad, c'est de devoir donner. mhm, Et la femme, elle reçoit.
Voilà. Oui, de recevoir. Justement, alors en parlant de ça, merci pour la transition que tu me permets d'avoir. Quel est ton avis sur l'importance de l'équilibre entre l'énergie féminine et l'énergie masculine? Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de femmes qui sont davantage dans cette énergie masculine et qui s'oublient en tant que femmes, qui oublient justement qu'elles ont cette énergie féminine et du coup, elles ont du mal à recevoir. Et c'est la raison pour laquelle elles se disent, voilà, moi je donne, je donne, je donne, je donne, mais je reçois rien. Mais c'est normal parce que il y a ce déséquilibre. Ce déséquilibre qui peut-être est justifié aujourd'hui par le fait que la femme prend tellement les devants sur tellement d'aspects que les hommes se disent, bon, bah finalement, c'est pépère, je reviens en arrière, je la laisse tout faire. Et du coup, après, on te plaint. Voilà. Mais laisse-le faire ce qu'il a à faire. Comme ça, tu n'auras pas à te plaindre. Je veux dire, ça, c'est quelque chose que j'ai vécu même dans la gestion de mon foyer. Je faisais tout. Après, je me suis dit, non, écoute, là, Ouais, non, ça manque non, de tu laisses place, faire le truc. de place, Ce que de l'homme doit faire, confiance. il Donc, le il y a ces fera. deux Tu n'as pas à aspects-là le qui faire à sont là. ta C'est des place. problématiques de place, de définition de place et des définitions de confiance. Pour répondre à la question de Karima Boujou, qui dit quel est le djihad pour la femme? Son djihad, c'est d'être dans le tout de suite et maintenant et pas dans demain. Vu que elle, sa vocation est de gérer, son objectif est de gérer, elle est dans la gestion. Prévoir, c'est bien, mais trop prévoir, c'est pas bien. D'accord? Et surtout, prévoir seulement les hypothèses, c'est là où tu vois que c'est malsain et que tu es en insécurité, ne voir que les hypothèses où ça va capoter. Tu sais, les différents risques. D'accord? Ça, c'est pas bon. C'est bien que tu en prévois, mais pas bon beaucoup. C'est-à-dire, et si ça fonctionnait, et si ça fonctionne pas, et regarde, il va faire ci, et à coup sûr, il va faire ça, et moi je le connais, et moi si, et moi je sais, et en fin de compte, à coup sûr, il va faire ça. Ça, c'est la jihad. Dans On se calme, on se l'émancipation. détend. Ouais, En on anticipant, c'est anticipe dans un petit peu trop, on se ouais, calme, on se ouais. détend. Déjà, apprécions de ce que nous avons maintenant. C'est une phrase que je dis beaucoup à mes mentorés. Avec ce qu'on a tout de suite et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et si vous regardez bien, il y a quelque chose que nos mamans, elles arrivaient à faire. Mais chaque fois, je me fais le rappel, parce qu'on est toujours dans la consommation. Donc, on est toujours, je vais acheter ce qui me manque. J'avais ma grand-mère qui regardait ce qu'elle avait dans le matbakh, ou ma mère d'ailleurs, le matbakh à l'époque, c'est-à-dire dans un endroit où il y avait tous les engrais, toutes les farines, tous les trucs qu'elle avait préparés pendant l'été et qu'elle avait l'hiver. Donc, elle allait y regarder en fonction de ce qu'elle avait, elle concoctait le repas. Ouais. Aujourd'hui, on va chercher ce qu'on n'a pas. Pourquoi tu vas chercher ce qu'on n'a pas alors qu'il y a déjà des choses? Faisons quelque chose avec ce qu'on a. Et enrichissons-nous avec ce qu'on a tout de suite et maintenant. Je vois beaucoup de personnes qui viennent extrêmement frustrées par le fait que, en fait, j'ai rien. Mais tu as quelque chose déjà, tu as ta personnalité. Ta personnalité déjà, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu es, c'est hyper important. Donc, c'est hyper important avec ce qu'on a. Donc, tout de suite et maintenant, qu'est-ce qu'on a? OK? Deuxième chose, pour répondre, j'ai perdu le fil. La ilaha illallah. Je suis partie dans mes grands-mères, là, ça y est, ma mère. Avec le tout de suite et maintenant, je suis partie me balader. Vu qu'elle me manque, du coup, je suis partie avec elle, Voilà. comme à l'ancienne, dans mon souvenir. Alors, donc ça, c'était pour répondre à la question au niveau du djihad. Aussi, tu sais, ah oui, l'équilibre homme-femme. L'équilibre homme-femme. Alors, moi, je suis d'une énergie masculine. D'accord? J'ai cette force. Je l'ai depuis petite. Et il a fallu que je rééquilibre ça. D'accord? C'est rééquilibre de. Tu peux pas être. Oui. Tu peux pas remplacer un homme, en fait. Détends-toi. Donc, comme je te disais, c'est une problématique de place. Hein? C'est tellement fatigant de remplacer un homme aussi. C'est tellement fatigant de remplacer. J'ai dit, c'est tellement fatigant de remplacer un homme. Il n'y a qu'à faire. En fait, on n'est pas. Je trouve que c'est pour une femme qui a toutes ses ressources, aller chercher les ressources ailleurs. Je trouve que c'est réducteur. C'est mon avis. En fait, j'ai déjà de quoi faire. Ouais. Et pourquoi je vais aller chercher à devenir autre chose? Donc, il a fallu que je rééquilibre. Ce rééquilibre de femmes, effectivement, on entreprend. Moi, je parle notamment dans l'entrepreneuriat, mais même dans la place dans le couple, dans la famille. C'est adosser une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Et surtout aussi,
qu'on ne saura jamais faire en fait. Tu vas prendre quelque chose en étant handicapé et de prendre des responsabilités et des choses parce que tu n'as pas le choix. J'étais maman seule, j'ai un enfant euh, Mhm. que j'ai eu de cette union. J'ai voulu remplacer le père. C'est pas possible. C'est absolument pas possible. C'est inhumain. Mon fils, il est aujourd'hui, j'ai fêté avant-hier mes 13 années de maternité, c'est-à-dire ça fait 13 ans que je suis maman. Euh, Allah يبارك Ouais, فيكي. bah, Et donc, bah, du coup, mon fils, il me dit non, maman, il faut que je parle d'homme à homme. J'ai besoin de parler à un homme. Donc, ouais, tu es là, tu adosses une responsabilité qui est trop oui. grande. Remettons, et c'est ce qui a été dû, c'est ce que j'ai dû aussi faire, c'est redonner les responsabilités à mes pères, c'est-à-dire à mon papa, à mon frère, à les hommes qui sont autour de moi. J'ai pas adossé une responsabilité qui est pas la mienne. Ok, De, voilà. il y a des choses qu'ils peuvent pas faire et ainsi de suite. Et j'ai même dû faire le deuil de certaines choses parce que j'avais une image, une représentation de l'homme qui est certainement faussée, hein, mais il a fallu que j'en fasse le deuil de cette image-là. Et Mhm. ah, mais C'est quoi l'image que tu avais moi je justement? voulais le prophète. Mon mari, il fallait que ce soit le prophète. Il fallait qu'il soit parfait, il faut qu'il soit nickel, il fallait qu'il ait Ok. le mot doux, Ouais, il fallait que mon père, pareil, il fallait qu'il prenne les armes à chaque fois qu'on me touche, même avec une parole, je sais pas, je comprends pas, tu vas lui péter ses dents. Je, c'est pas, tu vois, je sais pas, il a dit un mot de travers, moi, en fait, c'est une image ouais. hors du contexte, en fait. Elle est excessive. En fait, quand tu as parlé de père, ça m'a un peu rappelé, parce que justement, moi aussi, Ouais. j'étais dans l'énergie masculine débordante. Il a fallu que j'équilibre aussi parce que c'était, en fait, ça me faisait plus de mal que de bien. Et je me souviens, maintenant que tu parles de papa, mon père a toujours refusé de faire la différence entre, je veux dire, il disait voilà, c'est pas parce que tu es une fille que t'es pas capable de changer la roue d'une voiture si elle est, voilà, c'est dans une crevaison. Tu te démerdes, il faut que tu puisses tout apprendre et je veux que tu apprennes tout. Donc avec le Oui, recul, je me suis dit, c'est par peur oui, qu'il a voulu faire ça, pour que je ne dépende oui, de personne, tu vois. Et oui. il m'a éduqué comme ça, il m'a responsabilisé depuis le début. Donc, ma mère aussi avait son côté également. Mais mon père, c'était pour moi, bon, t'es une fille, ok, mais il faut que tu saches tout faire. Tu vois, tu changes la roue d'une voiture, si ça va pas, tu te débrouilles, tu changes l'ampoule, tu te débrouilles, tu vois, tu te débrouilles. Et donc, j'ai grandi comme ça. Comme j'ai aussi, de par mes études, j'ai dû changer de ville à plusieurs reprises. J'ai même vécu quelques années pour mes études à Paris, parce que j'ai étudié à la Sorbonne. Et donc, c'était toujours pareil. Amel, débrouille-toi. Il faut que tu te débrouilles. Donc, quand je rentrais au Maroc, en mode un peu cocooning, tu vois, pour retrouver un peu l'affection de la famille, etc., c'était bien. Mais dès lors qu'on me déposait à l'aéroport, c'était la guerrière qui se réveillait. Terminé. Là, je vais dans un pays, bon, même si je connaissais du monde, mais il faut que je me débrouille. Donc c'était toujours cette notion d'énergie masculine qui l'emportait. Et il m'a même, mon père est un chasseur également, il a hérité ça de son père et de son arrière-grand-père. Il m'a appris à utiliser un fusil de chasse également. Donc dans sa tête, il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme, tu vois ce que je À veux cette dire? Et je pense que énergie-là, ça a aussi contribué à la femme que je suis aujourd'hui. oui. Voilà, il y a ce côté guerrière, mais en même Alors, temps, je vais te ce dire juste une côté, chose. je dirais pas princesse, je me considère pas comme princesse. C'est Voilà, ça. mais trouver un équilibre Alors, moi, entre je vais te entre dire les une deux, chose. Quand tu parce qu'on a adosses ton besoin de rôle, cet ton costume équilibre de justement. guerrière, à un moment donné, tu veux, on appelle ça chez nous, نعلق Oui, le kabout. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir enlever ce costume et l'accrocher. Et pour une femme, contrairement à un homme, l'homme, il a voilà, besoin d'être tout le c'est temps ça. guerrier. Et c'est des petits moments, notamment des moments de tendresse avec son épouse, avec sa famille, où il Ouais. adosse ce rôle-là où il se détend. Pour la femme, c'est pareil. Je veux dire par là que c'est cet équilibre, il est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant quand tu vas venir le prendre de temps en temps, ce rôle de guerrière, que tu saches faire, oui. C'est comme ça d'ailleurs que tu
fais une excellente reine parce que dans une reine, elle va aussi au combat, mais elle sait aussi être une reine. Elle est surtout une reine. Tu vois ce que je veux dire? En fait, elle va demander de l'aide. Là où il y a un paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on ne sait même plus demander de l'aide. On croit que on est faible parce qu'on dit, mais en fait, ça, je vais pas y arriver. J'ai peur, je n'ose pas, je ne veux pas, j'ai besoin d'aide. Là où, par exemple, dans les premières années avec mon fils, enfin, c'était humiliant pour moi de demander 1 euro. Alors que j'étais seule et qu'il me manquait des choses et qu'il manquait des choses pour mes enfants. Et il y a cette notion tu sais, c'est une pudeur de la honte de ce que enfin, c'est une pudeur qui est malsaine en fait. C'était, même avec les tiens, exactement. Pudeur, honte et culpabilité aussi. Je crois que c'est un peu aussi de la Exactement. Donc, il culpabilité. y a tout ça. Mais pourquoi je demande pas de l'aide? Et eux, ils ne cherchent que à m'aider. Au contraire, alors que moi, dans ce rôle de femme forte, d'aînée, qui doit montrer l'exemple, que ça doit être parfait, nickel, et ainsi de suite, que je demande de l'aide. Oh, c'est le monument qui va demander de l'aide. Tu sais, pour reprendre ta phrase, Ouais, c'est pas possible. Et ça m'a encore plus détruit. ouais, ouais. Donc aujourd'hui, en tant que femme, je peux pleinement demander de l'aide. Parce que je vais pas y arriver, c'est pas mon rôle. C'est trop de responsabilités, c'est trop de choses que je ne peux accueillir. Je ne suis responsable que de ce que je sais faire et de ce que je peux faire. Je ne peux pas être responsable de la pluie, du beau temps, de l'éducation, de le nourrir, de le faire. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Donc, reprenons chacun notre place et rééquilibrons justement ces énergies. Et cette énergie, mais c'est même pas qu'une énergie, hein, moi je me souviens, j'avais un de mes clients qui me disait, Manel, tu t'assois avec nous autour de la table des bonhommes. Et au point où même j'ai commercé avec notamment les gens des Émirats et un homme qui dit à mon client, on ne traite pas avec Neswen, avec les femmes. On ne traite pas avec les femmes. Donc, du coup, il me regarde, il regarde lui, et il lui dit c'est-à-dire sa parole vaut 10 hommes. Et, et Il a bien raison. Il a bien raison. cette Parce que, mauvaise effectivement, ils ont image et ainsi de suite. Mais une pour te mauvaise dire que à quel image de la point, femme. c'est-à-dire qu'en fait, il y avait des gaillards et je me sentais gaillard avec eux, quoi. Je me sentais gaillard avec eux. Et c'était à tel point où tu es là, tu te poses après. Mais en fait, il n'y a que des bonhommes et il n'y a que moi comme Minette. Qu'est-ce que je Attends, fais mais là? même dans ma morphologie, tu sais, t'es là, tu deviens carré, ta voix elle devient de plus en plus rauque. Et t'es là, tu te dis, oh, c'est chaud. Tu te mets dans l'ambiance, quoi. Et Tu tu te vois mets dans bien qu'à un l'ambiance. moment donné, même ton corps, il te lâche. Ton corps de femme, Ok. ta santé te lâche. Et c'est là où tu te Ouais, dis, il y a un équilibre à avoir. J'ai pas adossé mon rôle de bonhomme. c'est clair. Ok. Ok, alors on va avancer, Manel. Je ne sais pas si on a encore un petit peu de temps. Je sais que tu es très prise. Est-ce Ouais. que on avait dit qu'on allait prendre le temps également d'échanger parce que ton histoire est tellement belle et ton parcours est tellement inspirant. J'aimerais maintenant qu'on a connu Amel, enfin le Manel, la femme, Amel Manel, on est ses proches aussi. J'aimerais qu'on passe maintenant à Manel, l'entrepreneur. Donc, comment t'es venue l'idée de te lancer à ton compte? Tu nous as dit tout à l'heure que c'était pas par choix finalement, mais c'est parce que voilà, tu étais sortie, c'était, on va dire, à l'issue d'un challenge que tu as dû vivre et qui a fait que tu t'es dit voilà, c'est le moment de te lancer avec ton ami de l'époque, etc. Donc c'était pas un choix. Donc est-ce que tu as eu des challenges à ce moment-là et comment tu as Alors, dépassé ta peur de te lancer ou est-ce que voilà, t'as mis un pied dans le ouais, tas et tu t'es dit voilà, c'était j'y ça. vais et C'était, on va voir une de bête toute façon, j'ai pas ou d'autre Kayla. issue. Tu vois, Kayla et De toute façon, j'ai pas d'autre issue. Quoi qu'il advienne, j'ai là, ce chemin-là, parce que l'autre chemin du salariat,
je vais pas pouvoir amener la vie que je dois avoir que mon fils doit avoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir un équilibre assez sain, avoir une maison, manger à sa faim, faire des activités sportives, être dans une bonne école, être habillé, partir en vacances une fois par an, faut au minimum faut au minimum 4 000 € par mois. C'est-à-dire que tu as tes frais, tu as tes charges et ainsi de suite, et mettre tes sous de côté pour les vacances qui ont lieu une fois par an. Il faut au moins 4 000 € par mois. C'est 2 salaires à 2 000. D'accord? Même si je suis cadre, même si j'arrive à bien négocier, je ne peux pas atteindre plus de 2006, 2007. À l'époque, j'avais 21 ans, 22 ans, 22 ans. J'étais en train de me dire, il y a une réalité de marché. Donc, en fait, je ne vais pas pouvoir avoir pour mon fils la vie en fait, je suis DAF et mon fils, voilà. T'étais là, Vous voulez tu pour lui, quoi. sais, t'as un truc de Ouais, société, de ouais. croyance aussi à l'époque, hein. Vraiment, hein. Aujourd'hui, j'aurais dit un Ouais. discours qui va être totalement différent. Tawakkal ala Allah et vas-y, tu verras, ça, Dieu, c'est Dieu qui donne. À l'époque, c'était pas ça, c'était de la survie pure. Donc, pour moi, il fallait que j'aille vers cet endroit qui va me faire gagner 4 000 € minimum, minimum, et j'y vais. Et en plus, je sais faire, et en plus, il y a des potentialités, et en plus, vas-y, j'y vais. Ok. T'as Ouais, fait un c'est peu ça. Ouais, ta je suis SWOT rationnelle, hein. personnelle, voilà C'est ce que je ça. sais faire, voilà les Je opportunités qu'il y a, suis les menaces si jamais qu'il y en a pas. exactement, Voilà, je suis une rationnelle, hein, donc t'as je fait suis ta quelqu'un SWOT qui est avantage-inconvénient. voilà. C'est pas j'ai Et tu envie, j'ai besoin. C'est avantage-inconvénient. J'ai appris à devenir j'ai envie, j'ai très bien, besoin. très bien. C'est cette fameux équilibre entre la virilité et la féminité, justement. Oui, non, tu as parfaitement raison. Voilà, quelle est la réalité actuelle que Exactement. je vis et quelle est la réalité désirée et qu'est-ce que je fais, quel avantage et quel inconvénient dans chacun des deux cas. Et c'est justement Exactement. ce qui pousse à l'action, c'est ce qui nous motive à passer à l'action parce qu'on se dit finalement, si on reste dans la situation actuelle, ben, on va pas aller bien loin. Donc, je suis bien obligée de passer à l'action, même si on travaille en même temps effectivement sur notre mindset parce À que l'époque, il faut y il n'y croire. avait Comme pas tu as dit, tawakkul ala Allah, ça je te c'est parle la de ça, base c'était en effectivement, mais il 2013. faut y Je croire. me suis Ouais. lancée en octobre 2013. Ok. Donc, je te dis, en octobre, en novembre, j'avais le cabinet et je me suis lancée à ce moment-là. Alors, imagine, en 2013, il n'y avait pas le mindset ou les trucs de l'entrepreneuriat, tout ça, il n'y avait pas. Il y avait une case à cocher dans le pôle emploi, c'est est-ce que vous recherchez votre travail ou est-ce que vous vous lancez à votre compte? Et c'était en fait c'était les Ouais. deux choix qui s'offraient à moi en Qu'est-ce fait. que je coche? Voilà. À l'époque, c'était ça. Et je me lance et en mode, Manel, vas-y, donne, donne, et tu vois ce que tu vas recevoir par la suite. Et tu vois, j'étais dans ce truc, je donne, je donne, je donne, je donne. Trop. C'était trop. C'était inhumain, c'était pas structuré, c'était pas cadré. J'avais des clients qui n'étaient pas contents. C'était vraiment très dur et très pesant en fait. Au point même où on se, tu sais, t'étais là, t'étais que dans la survie. Faut que je brasse des sous. Excusez-moi. Excusez-moi. Oui, va mettre ta robe. Alors, excusez-moi. Et après, j'ai un rendez-vous client. Donc, Khair, Inch'Allah. Donc, je Pas de disais, problème. j'ai encore, normalement, j'avais dit jusqu'à 15h30. J'ai encore 15 minutes, normalement, Inch'Allah. Donc, j'étais dans ce truc de survie. Très bien. Par contre, la deuxième fois, là où j'ai lancé Nizam, c'était vraiment, est-ce que je vais être en capacité de me relever et de construire sainement ce projet-là? C'est en fait, je le vois moi aussi, il y a des nanas qui viennent me voir et je sais que ça va capoter. Et limite, je leur dis, mais venez pas. C'est celles qui se disent, mais en fait, j'ai plus le choix, c'est que ce chemin-là qu'il faut que je prenne, celui de l'entrepreneuriat. Non, non, ne fais pas ça par survie. Fais ça pleinement parce que tu l'as décidé.
Et Nizam, j'ai décidé de me relancer en tant que dirigeante, parce qu'après j'ai été consultante et ainsi de suite. Donc j'agissais plus, enfin, j'avais une activité sans plus. Mais là, l'entrepreneuriat, la liberté qu'il y a autour de l'entrepreneuriat et surtout, la vision que j'ai, elle n'est propre qu'à moi. Je peux pas aller dans un business et insuffler ma vision. Je vais participer à la vision de la personne qui est en train de la construire. Ma vision à moi, il n'y a que moi qui peux la construire. Mes croyances, mon rêve, il n'y a que moi qui peux le construire. Il n'y a personne qui va venir, même mes collaborateurs, ils vont venir participer à ma vision. Mais c'est pas ma vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, c'était pas la mienne en fait. Et c'est pour ça que j'avais décidé de me relancer. Et il y avait ce petit couac des 250 000 euros de dépôt de bilan que j'ai dû poser. Et en fait, ça faisait tâche. Je vais réussir et les gens, je vais être crédible. Est-ce que je vais être crédible? Et je tombe sur un live et en vrai, je me dis non, tu sais quoi? Ton échec, c'est ta plus grande force. C'est tu sais quel est le chemin qu'il ne faut pas prendre. Et quand je réfléchissais, il y a une personne qui posait la question de Nizam, qu'est-ce que c'est? Nizam, ça veut dire structure et ordre. Et je repensais, et c'était quelque chose qui m'avait choqué à l'époque du printemps arabe. Oui, attends, va t'habiller. Vas-y. Excusez-moi. Du coup, j'étais choquée pendant les printemps arabes. Les personnes demandaient les peuples demandent la structure et l'ordre. Et derrière cette notion de structure et l'ordre, c'est-à-dire un gouvernement qui était structuré et ordonné. Et ce gouvernement qui était structuré et ordonné allait amener la richesse, allait amener l'équilibre, allait amener la justice, allait amener justement cette collaboration effective pour la société. Et en fin de compte, quand je venais à analyser l'ensemble des entreprises que j'avais accompagnées, qu'est-ce qui a fait que l'une a plus fonctionné que l'autre? C'était la structure. C'est comment à l'intérieur, tous les engrenages de la société, de l'entreprise, s'engrainer l'une avec les autres. Et effectivement, on agissait sur ces points-là. Et on mettait de la stratégie sur chacun de ces points-là, ces engrenages. Okay. Donc aujourd'hui, justement, comment tu accompagnes ta clientèle, Manal? Alors, on va attendre quelques minutes le temps que Manal nous rejoigne encore une fois sur ce live. Donc n'hésitez pas, mesdames, vous qui nous suivez en direct, à poser vos questions. Comme vous l'avez dit, nous avons encore 15 petites minutes. Donc si vous avez des questions à poser à Manal, c'est le moment. Oui, absolument, Linda, Linda Dida, tout à fait. Je suis mindset et marketing coach et je dirige l'académie de l'abondance, qui est une académie qui accompagne justement les femmes ambitieuses à se lancer à leur compte. Ça, c'est les petits aléas quand on est une maman entrepreneur. Voilà, on retrouve Manel pour la suite de cette interview. Donc, tu nous parlais de Nedam.
tu nous parlais de ton agence et donc je te disais comment tu accompagnes aujourd'hui justement ta clientèle, comment tu fais passer ta clientèle de la case servante à la case Ça passe reine. par plusieurs choses. Déjà, Donne-nous avant toute chose, envie, merci pour donne-nous votre envie, patience. Merci Manel. beaucoup. Effectivement, quand on est maman, ça nécessite aussi pour mes clientes et comme pour mon audience de la patience. Et pour ça, merci beaucoup. Et surtout que quand on entreprend et qu'on entreprend différemment, c'est-à-dire un peu à l'africaine ou un peu à l'international, on n'est pas ce côté corporate européenne et c'est aussi OK. On peut entreprendre avec différentes manières et on n'est pas obligé d'être dans le bon chic, bon genre tout le temps. Donc merci pour cela. Pour venir répondre à ta question, comment j'accompagne aujourd'hui? J'accompagne toujours sur 5 points. 5 points qui sont essentiels. Donc, il y a cette notion de mindset, cette vision, cette manière de voir les choses en tant qu'entrepreneur et aussi cette posture de dirigeant d'entreprise. Et c'est ce vers quoi je t'accompagne. C'est quelle est ta posture au sein de ton business, quelle est ta posture aussi vis-à-vis des autres et quelle est ta posture même vis-à-vis de tes collaborateurs. Donc, tu es dirigeant d'entreprise et on va venir définir ça. Ce n'est pas la société, comme ce qu'on disait tout à l'heure, entreprendre comme les hommes ou entreprendre comme Flaine et Foulaine. Non, on entreprend avec nos volontés, avec notre personnalité et avec notre manière de faire. Donc ça, on agit sur le parti mindset. On agit ensuite sur la partie marketing. Donc la partie marketing, c'est toute la partie positionnement, toute la partie ciblage, création de l'offre et aussi processus de vente et processus d'audience, c'est-à-dire tous les parcours. Hein, on vient vraiment définir, insuffler votre vision sur tous les points. Donc, c'est pour ça que quand vous venez chez Nizam, vous avez le désert, vous avez cet orientalisme et surtout, vous avez cet empire qui se crée. C'est-à-dire, il n'y a rien et avec rien, on fait tout. Moi j'allais dire, vous avez, et surtout, vous avez un trône. Moi, j'allais dire, et vous avez également un trône qui vous attend. Ah oui, vous avez un oui, trône, oui, le oui, trône de c'est reine qui clairement vous ça. attend. D'ailleurs, dans la forteresse, il y a comme c'est le jeu, c'est comment m'asseoir sur le trône. C'est clairement ça. Donc c'est ça, c'est cette volonté de je m'assois sur un trône, mais c'est pas le trône divin, c'est le trône de la vie. Désolée. Alhamdulillah, khair, Inch'Allah. Il y a une petite dispute, donc c'est pas évident. J'imagine, on va. Reste comme ça. Allez, khair, Inch'Allah. Donc, le câlin quand on travaille en même temps, c'est très très bien. Du coup, je disais, donc j'agis sur cette partie de marketing au niveau de la communication, comment je donne et comment je reçois. Il y a aussi cette vocation de structure. Donc, comment je m'organise, comment je planifie, comment je crée mes projets, comment aussi je vais venir mettre une politique d'entreprise. Attends, Soso, tu peux pas regarder le truc. Je veux pas qu'on te voit, chérie. D'accord? Tiens. Cette politique d'entreprise, qu'est-ce qu'on va venir insuffler au niveau structurel de l'entreprise? Que tous les rouages puissent s'emboîter. Et bien évidemment, il y a les deux autres volets sur lesquels on travaille. Sur la partie financière, une finance d'entreprise, au même titre qu'une finance personnelle, s'organise, se prévoit. On voit donc la finance d'entreprise, c'est l'avenir. La comptabilité, c'est le passé. Donc, en fonction de ce qu'on a prévu, en fonction de ce qui est advenu dans le passé, on construit l'avenir et on va venir prendre des décisions. On va y arriver. C'est bientôt l'heure de la sieste aussi. On va y arriver. Donc, khair, Inch'Allah. Donc, oui. Non, c'est ce que je me suis dit, déjà. soit que c'est besoin de manger, soit que c'est besoin de faire Donc, du coup, on vient construire cela. Et la dernière chose qu'on néglige énormément, c'est celle de le droit, le juridique. C'est mettre en place cette structure qui va venir nous sécuriser, nous protéger. On parlait tout à l'heure de cette notion de sécurité, mais effectivement, c'est une insécurité à l'intérieur de nous peut être aussi comblée par cette sécurité des actions juridiques à mettre en place, ces actions aussi qui va venir nous protéger nous, mais aussi protéger le client, qui va venir aussi protéger nos partenaires et protéger l'ensemble des acteurs
autour de l'entreprise. Donc, on agit toujours sur ces 5 volets. C'est pas évident parce que je suis, étant donné que je suis l'une des rares mentors sur aujourd'hui le digital qui agit sur ces 5 volets, c'est pas évident de venir dire à un entrepreneur, en fait, là, t'entreprends pas. T'es en train de survivre. T'es en train d'être servante, à les limites guerrières. Tu agis en mode je suis au combat, mais quel est cet équilibre et t'agis pourquoi? Ok, justement, c'est la raison pour laquelle je tenais à ce qu'on fasse, c'est la raison pour laquelle je tenais justement à ce qu'on fasse cette interview ensemble, parce qu'effectivement, tu agis sur l'ensemble de la chaîne de valeur, mais tu vas de bout en bout. Et comme tu l'as très bien mentionné, il y a souvent des entrepreneurs qui se lancent, mais en mode, soit en mode catastrophe, en mode j'ai pas le choix, ou encore en mode, j'allais dire, voilà, avec un fonctionnement assez basique. Et toi, tu fais bien de faire la différence claire et nette de il y a, voilà, on est l'entrepreneuriat, il est associé à une forme à des compétences à avoir pour diriger une entreprise. Quand on veut entreprendre et réussir à entreprendre, il est important d'apprendre à diriger une entreprise, d'où l'importance de tous les aspects, en tout cas que tu as mentionné. Moi-même, dans les programmes de l'Académie de l'Abondance, j'intègre aussi des compétences clés, effectivement, comme le recrutement, comme le leadership, la communication, la gestion financière également, parce que c'est des choses pour lesquelles j'ai dû passer, j'ai senti qu'il y avait un gap par rapport à ça, et je me suis dit, effectivement, Amel, là, on est en train de faire un petit peu, voilà, rassembler les pièces, tu vois, pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Alors que si tu veux mettre en place une structure et un empire, comme tu aimes bien le dire, ben, il faut mettre les bases. Il faut mettre les bases. Donc, alors, j'aimerais qu'on termine, Manal, et encore une fois, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Je sais que tu es très, très prise. Merci beaucoup. On s'excuse Non, également t'inquiète pas. Non, pour, euh, c'est bon. pour ton C'est bon. bébé là qui pleure, Ils ont qui avait ça besoin va de aller. sa maman. Alors, dernière question. Super. Alors, dernière question, Manel, j'aimerais qu'on parle de Oui. l'équilibre vie privée, vie professionnelle, puisque là, voilà, tu as l'exemple, tu le vis hein, avec ton bébé dans les bras. Comment tu vis ça? Et est-ce que au moment où tu t'es lancé, est-ce que tu t'es posé la question de savoir si tu devais poser finalement les bases d'un business model hein, et non pas juste un business model qui va te permettre justement de respecter cet équilibre de vie. Qu'est-ce que tu as mis en place et dans quelle mesure tu respectes cet Alors, équilibre de vie, je donc suis vie pas privée, seule dans vie l'équation, professionnelle? vu qu'il y a aussi monsieur. Donc, en fait, je suis venue déjà mettre ce dont mes enfants avaient besoin. Donc, ma vie privée, ce que ça nécessitait. Et de venir trancher en fonction de nos disponibilités à chacun. Et comment appliquer cet exercice. Alors, attends, 2 secondes. Hop. Comme ça. Attends, faut pas qu'on me voie aussi. Oui, le collier, il va pas te faire de mal. C'est cet exercice, en fait, qui s'installe déjà sur la notion de planification. Donc, on est venu planifier nos espaces-temps sur comment je bosse. Par exemple, moi, le vendredi, je ne prends jamais de clientèle. C'est très, très rare pour des calls très rapides, mais on n'est pas focus à venir construire. On vient répondre à quelques questions. Là, dans une demi-heure, à peu près 10 minutes, je vais venir répondre à des questions, notamment parce que j'ai une de mes clientes qui est en plein lancement. Donc, je ne vais pas venir mettre du focus client, je vais m'occuper essentiellement de ma maison parce qu'il y a le week-end qui arrive, il y a tout ça. Et donc, j'ai venu mettre en place cette organisation même en interne, c'est-à-dire que je vais donner 30% à ma clientèle, 30% à ma gestion d'entreprise, 30% à mon équipe et 10% dans cette notion de moi dirigeante, ma vision, qu'est-ce qu'elle nourrit, qu'est-ce qu'elle nourrit pas, qu'est-ce que je peux insuffler moi en tant que femme. Donc, il y a cette notion du un tiers, un tiers, un tiers qui revient dans la notion de la finance. Et au niveau de l'équilibre aussi de la famille, eh bien, effectivement, il y a cette notion il y a des moments où je ne bosse pas. Il y a des moments où mes enfants savent que maman, elle bosse en même temps. Et mes clients aussi, d'ailleurs, que maman, elle bosse en même temps. Donc, il y a cette notion il y a des moments où on fait le grand écart entre les deux.
il y a le lien, ce n'est pas dissociable. Enfin, moi, en tout cas, j'ai décidé que ça ne serait pas dissociable. C'est une continuité de moi. Et donc, du coup, c'est pas quelque chose, en fait, c'est là, je mets ma casquette de dirigeante. Là, en fait, je peux pas changer de casquette tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas possible. Ça me prend plus de temps de changer de casquette que de venir le faire en même temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ok. cette notion-là. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Manel. Alors, est-ce que tu as un mot de fin, peut-être? Quel conseil dirais-tu aux femmes aujourd'hui qui souhaitent se lancer, qui hésitent encore? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller de faire? Donc, on a bien compris qu'il fallait pas se lancer juste pour se lancer. Quels sont les conseils? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? Est-ce qu'il y a des déclics, des prises de conscience à Alors, avoir tu pour se vois, il lancer y a une de la notion, bonne manière, j'estime que moi, tu compte vois, parce tenu que je suis quelqu'un de qui est ton contre le parcours, de ce salariat en que tu as dit? réalité, parce que ça vient pas nourrir ma liberté. J'estime ça, mais là où il est question de si tu avais le choix, quelle est la décision que tu prendrais? C'est cette notion de te permettre d'avoir tout le temps le choix. Mhm, En réalité, mhm. on dit que quand il y a trop de choix, tu le choix, c'est faux. Ok. Il y a les choix et c'est toi qui décides de ce qui est bon pour toi. En fait, aujourd'hui, tout le temps, même en marketing d'ailleurs, on vous amène à ne pas avoir le choix. On vous met tout le temps face à des cul-de-sac. Parce que pour vous, comme ça, on vous aide à prendre le choix et parce que aujourd'hui, Mhm. l'être, l'humain, en vrai, il est feignant. On n'aime pas réfléchir trop et on n'aime pas prendre nos décisions. Moi, je vais vous demander justement de vous poser et de prendre pleinement vos décisions. Prendre pleinement vos décisions. Coucou maman, j'ai ma maman qui vient, qui me suit, donc qui participe. C'est un magnifique maman. Ah, bonjour, Du coup, la maman de Manel. Bah, vous pouvez être fier de votre fille, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un véritable monument de l'entrepreneuriat féminin, maghrébin, africain et de la diaspora également. Donc vous pouvez vraiment être fier d'elle, maman de merci beaucoup Manel. Amel pour ces mots très touchants qui vont vraiment ravir ma maman. Merci beaucoup, infiniment. Euh, du coup, pour vous dire que le choix le plus difficile est le choix à prendre. C'est le choix qui est celui qui va être le plus inconfortable qui devrait être pris. Et c'est vraiment dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que c'est trop risqué. Posez-vous la question vraiment. Ce n'est pas parce que c'est trop risqué qu'il ne faut pas que vous le preniez. Posez-vous la question de est-ce que c'est inconfortable? Si c'est inconfortable, allez-y. Si c'est trop risqué, n'y allez pas. Allez plus vers l'inconfort que vers le risque. Ma première décision lorsque j'ai lancé ma première entreprise, je suis allée dans le risque. Je suis pas allée dans l'inconfort. Et c'est pour ça que je n'ai pas réussi des premiers coups. Alors que là, aujourd'hui, je suis plus dans mon inconfort que dans le risque. Vous voyez la nuance? Donc, Comment tu définirais la différence entre les deux justement pour pouvoir donner plus de clarté aux personnes qui nous suivent et pour leur permettre finalement de comprendre cette alors, différence et de le savoir où est-ce risque, qu'elles en sont c'est par aujourd'hui. exemple, quand tout à l'heure je vous citais le fait que euh, je vais, en fait, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est j'ai tout à perdre. Mhm, J'ai tout à perdre ou j'ai tout à gagner. C'est un gros mhm. risque, ça. Ça, c'est un très, très gros risque. Ça passe ou ça casse. Ça, c'est un risque. Alors que sortir dans ma zone de confort, être dans ma zone Ok. d'inconfort, c'est j'y vais, ok? Je sais que ça va être douloureux. Je sais que c'est nouveau. Je sais que c'est quelque chose que je ne maîtrise pas, mais j'ai besoin d'y aller. Parce qu'aujourd'hui, c'est la continuité de ma vie. Tu vois la nuance? Ok. C'est très beau ce que tu es en train de dire parce que finalement ça rejoint
notre principal objectif de vie, tu parlais de continuité, on parlait tout à l'heure d'identité. Ça, c'est très beau ce que tu es en train de dire et c'est très profond également. Je pense que c'est le meilleur pourquoi qu'on puisse avoir pour se lancer et se dire, voilà, on se lance, ok, mais on se lance de la bonne manière. Il y a une mission derrière, il y a une raison d'être, il y a une continuité qu'on a envie également j'allais dire, de poursuivre, de construire également notre histoire. Moi, j'ai même parlé de laisser un héritage. Je pense que tu serais d'accord avec moi. Tu es également dans cet état d'esprit. On construit un empire, mais pour laisser un héritage. Voilà. Et ça, c'est. Alors, je ne sais pas si c'est culturel, si c'est propre à nous, les Arabes ou les Africains, mais en tout cas, c'est quelque chose. Je peux t'assurer que c'est pas culturel parce que Bernard Arnault ou la famille Bettencourt, quand elles ont construit leur business, elles l'ont pas construit parce que elles vont voir il y avait de la lumière et elles l'ont fait pour objectif que ça reste dans la famille et que ça se transmette de génération en génération. Et c'est ce que je dis à mes clientes, construisez votre business comme si vous pouvez le léguer. Si tu viens, tu te dis bon bah je lance le business, je vois ce que je fais, je me suis lancée, non, tu t'es pas lancé pour te lancer. Tu t'es lancé pour construire quelque chose, tu es en train de bâtir ton entreprise, ton entreprise, de construire ce monument que tu vas pouvoir léguer. C'est pour ça que je parle d'empire, c'est pour ça que je parle de royaume, c'est pour ça que je parle de cette continuité impériale, cette continuité vraiment de cette notion de je lègue quelque chose. Si tu construis pas ton business comme si tu pouvais le léguer, un business, c'est que tu es en train de créer un salariat 3.0. Oui, absolument. Absolument, absolument. Ben écoute, merci beaucoup Manel, merci pour cette très très belle interview. On n'a pas vu le temps passer. J'espère qu'elle a été aussi agréable pour toi qu'elle a été pour moi. Merci beaucoup Manel. Tu sais, ça fait du bien, franchement. Ça fait du bien de parler de soi, ça fait du bien également de lâcher prise et de changer de casquette aussi, tu vois. On en a marre d'être toujours sérieuse et rigoureuse, mais parfois on a envie de montrer qui on est réellement parce que c'est comme ça qu'on transmet, c'est comme ça qu'on inspire. Parce que on est humaine tout à fait et on est et on est un peu comme tout le monde et avec voilà les hauts et les bas, on s'est cassé la figure, on a rebondi, voilà, ça prouve que c'est possible pour tout le monde, que c'est un parcours qui est normal et que l'entrepreneuriat avec justement tous ces couacs, ben, font partie du process, mais l'idée, c'est comme tu l'as dit, de se lancer de manière sérieuse. Donc, on ne se prend pas au sérieux parce qu'on a besoin de fun, on a besoin de, voilà, c'est très important de travailler dans la joie, dans la sérénité, etc. Mais on construit de manière sérieuse et merci. Voilà, merci tout à fait. Merci justement d'avoir mis le point sur ça, parce que je pense que ça va parler à beaucoup d'entre nous. C'est je construis dans l'optique de léguer. Et donc, quand tu es dans cette optique de léguer, de laisser un héritage qui doit être structuré, que ça soit pas le foutoir par la suite, bah, tu mets en place les fondamentaux pour que ça, pour que ça soit avec une énergie positive, parce qu'effectivement, quand et même notre neurologie a quelque chose de mise en action qui va être totalement saine en fait. C'est partie totalement saine. Donc du coup, c'est vraiment cette volonté de on construit les bases solides, saines, sans être dans cette dépendance. En fin de compte, tout à l'heure, on parlait de la dépendance affective. C'est vraiment je suis devenue dépendante de mon business. Je bosse, j'ai de l'argent. Je bosse pas, j'ai pas d'argent. Et ça, c'est la problématique de 90% d'entrepreneurs sur le net. 90. Et je pèse mes mots. C'est horrible. Ils croyaient que c'était de l'entrepreneuriat, mais c'était pas de l'entrepreneuriat. Exactement. C'était comme tu l'as dit, du salariat 3.0. Ok. Mais écoute, merci à
merci à toi Manal, merci. J'étais vraiment ravie de Honneur cet échange. partagé. Merci pour ce parcours magnifique que tu as bien voulu partager avec nous, tous ces messages, tous ces apprentissages qui ont certainement été inspirants pour plus d'une que ce soit dans ma communauté ou dans la tienne, plus d'une personne qui nous suivent. Et donc, je te Bah reviens écoute, quand tu en veux, podcast Manal, pour dans le raconter. podcast de l'Académie de l'Abondance. Je suis Avec certaine plaisir. que... Alors moi, Comment? j'ai un podcast qui est beaucoup plus dans l'histoire. Je raconte l'histoire comme si c'était les mille et une nuits. Un peu dans cette volonté de transmettre un message. Donc, Amel, je serais ravie Oh, de raconter ton histoire, ravie de transmettre cette histoire qui est certainement aussi alléguée. On va commencer par là, avant d'aller dans le business. Avec plaisir. merci beaucoup. Merci beaucoup, Manal. Vraiment avec plaisir et j'accepte avec beaucoup de Et plaisir cette invitation. Inch'Allah. Je pense que c'est que Inch'Allah, avec plaisir. le début d'une longue Inch'Allah. amitié, le début. Je sens qu'on fera des choses Inch'Allah. ensemble. Il y a la connexion est très forte. Je pense que tu l'as senti Avec aussi. Je grand pense qu'on fera plaisir. certainement des choses ensemble. Merci encore, Manal, Merci, et bon donc courage à vous. Merci excellente à journée tout à le monde toi. de nous avoir Au écoutés. revoir. N'hésitez Bye pas, bye. hein, si vous avez des questions aussi, à nous poser. Je serai ravie d'y répondre. Bye bye. Absolument. Alors, Manal sera tagué donc en dessous du live pour les personnes qui Inch'Allah. souhaitent la Merci contacter. beaucoup. Excellente Avec journée à plaisir. vous, mesdames, et je vous donne rendez-vous pour le prochain Bye podcast le bye. Ciao, lundi ciao. matin, Inch'Allah. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao.